Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de notre série sur la programmation C Sharp. Aujourd'hui, on va parler des tableaux ainsi que des listes. Donc les tableaux et les listes, comme j'avais expliqué dans le dernier épisode, si vous ne l'avez pas vu, allez l'écouter, très important pour cette session. Euh, donc les tableaux et les listes servent à, dans le fond, stocker plusieurs variables dans une seule variable. Puis après ça, on peut aller accéder à cette variable qui contient multiples variables pour faire afficher nos données, traiter des données. Donc, peu importe ce que vous avez besoin de faire dans votre cas. Donc, on va commencer tout de suite avec les arrays, qu'on appelle aussi tableaux. Donc, array ou tableau. Les tableaux, on les utilise beaucoup quand on veut par exemple stocker des nombres, ça peut être des strings, donc on les utilise en général pour stocker. Donc comment on déclare un tableau pour commencer? Euh, on peut simplement écrire le type. Donc le type par exemple, si on voulait un tableau string, on pourrait écrire string et les accolades carrées comme ça ici. Ou on pourrait, par exemple, créer un tableau de int, ce qu'on va faire en ce moment, euh, comme ça, et simplement dire i, par exemple. Et on vient de déclarer notre tableau. Donc, comme vous pouvez voir ici, il détecte comme une variable locale, mais un tableau. Puis après ça, ben, on pourrait, par exemple, lui passer des données. Donc, soit comme on avait vu avec le égal et les entrées ici, ou après. Euh, pour le moment, je vais le faire sur la ligne. Donc, pour passer des données dans un tableau, il faut premièrement l'initialiser. Puis après ça, on peut y passer des valeurs en lui attribuant dans des accolades. Euh, Par la suite, new returning, c'est un tableau de int. Il va falloir mettre des nombres. Si on essaie de lui passer des strings, on va avoir une erreur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. À ce moment-là, on voudrait créer un tableau de strings si on a besoin de passer des strings. Donc, par exemple, on voudrait faire une suite de nombres. Donc, notez que chaque élément inséré dans un tableau est délimité par une virgule. Donc, un tableau va contenir des éléments allant de 0 à la longueur maximum de votre tableau. Donc, l'élément 1 ici serait l'élément 0. Donc, un tableau, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a des éléments. Donc, le premier élément du tableau va commencer à l'index 0. Donc, par exemple, faisons-nous une suite de nombres comme ça pour un exemple. Donc, une suite de nombres de 1 à 9, juste comme ça. Puis, disons par la suite qu'on veut accéder à un élément du tableau. Ce qu'on ferait, c'est simplement i, donc notre variable. Euh, Puis, étant donné, dans le fond, que on a un tableau, il faut lui spécifier l'index, sinon notre code va retourner tout le tableau, donc toute la liste des données. Euh, mais là, donc c'est ça. Donc, il faut vraiment spécifier l'index, sinon ça nous retourne le type brut du tableau, ce qu'on ne veut pas. Donc, par exemple, je voudrais aller accéder à la première valeur ici, qui se retrouve à être l'index 0 du tableau. Donc, si je fais 1 accolade carrée comme ça, et je spécifie mon index, on va pouvoir atteindre notre première valeur. Donc, on peut essayer ça ici. Donc, comme vous voyez, on a 1, on obtient 1, qui est la première valeur, juste comme ça, et ainsi de suite. Donc, si on était pour entrer 3, on arriverait à la quatrième valeur, étant donné qu'on commence à 0. Donc, par exemple, 3, on redémarre, et on arrive à 4, qui est la quatrième valeur. Donc, 0, 1, 2, 3. Donc, c'est aussi simple que ça. Après ça, si on voulait, par exemple, changer une valeur, donc dans notre tableau, on pourrait, par exemple, dire i0, juste comme ça. Puis, on pourrait réassigner une valeur à la première, le premier index du tableau. Donc, on pourrait dire, par exemple, 9, juste comme ça. Et là, la première case du tableau aurait été changée. Donc, on aurait 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Donc on peut le tester juste ici. Si on veut mettre 1, 0, on va obtenir 9 dans la console. Donc on vient de changer la première valeur en lui réassignant une valeur juste ici. Et vous pouvez faire ça sur toute la longueur sans problème. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Après ça, on pourrait aussi trouver la longueur de notre array, de notre tableau. Donc si on voulait savoir par exemple combien d'éléments il y a dans notre tableau, on pourrait simplement faire i point et regarder directement dans le fond toutes les fonctions qu'on a ici. Donc toutes les méthodes qui sont disponibles, les choses que vous pouvez faire avec votre array. Nous, on va vouloir aller chercher la propriété length. Donc length va aller obtenir le nombre total d'éléments dans toutes les dimensions de l'array. Donc on va aller compter combien il y a d'éléments dans l'array. Dans notre cas, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on va avoir un retour qui va être égal à 9. Donc juste ici. Donc ça, c'est une méthode, c'est une propriété qui est utilisée souvent quand on est dans un for loop ou un while loop. Puis qu'on se dit, par exemple, on veut faire une opération tant qu'on n'a pas atteint la fin de l'array. Donc ça, c'est quelque chose. Si vous voulez simplement créer un array sans lui assigner de valeur, vous pouvez faire une array d'une autre façon. Donc vous pourriez faire par exemple int comme ça juste ici et par exemple mettre int i2 comme ça. Vous pourriez aussi faire new int comme ça et lui assigner une longueur. Donc ce que ça vous permet de faire sous ce format-là, c'est que dans le fond vous réservez un certain nombre d'espaces en mémoire pour pouvoir stocker toutes vos valeurs que vous voulez assigner. Donc ça, c'est vraiment utilisé si vous voulez limiter le nombre, optimiser votre mémoire et à la fois limiter le nombre d'éléments qui peut se rendre dans votre array. Donc ça, c'est quelque chose. Vous pourriez aussi faire, dans le fond, lui spécifier la longueur de votre array, mais aussi lui insérer les valeurs tout de suite. Donc, vous pourrez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il n'y aurait pas d'erreur, donc vous pourrez faire ça. Donc, ça, c'est quelque chose à faire. Moi, j'aime mieux cette méthode-là, personnellement, pour des raisons d'habitude. Donc, après ça, on va faire un petit exemple de comment on utiliserait un array dans une boucle. Donc, par exemple, je voudrais faire des opérations pour chaque élément dans une boucle. On pourrait faire par exemple int.j égale 0. Donc dans les épisodes précédents, on avait vu comment structurer un for loop. Moi, c'est la boucle que j'aime le plus, que j'utilise le plus. Donc, on pourrait se dire int j0 pour garder index. Par la suite, on se dit tant que j est sous la longueur de notre array, donc i.length, on veut faire j++ et exécuter le code qu'il y a ici. Donc là, vous voyez, il nous le propose déjà. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va simplement imprimer tous les éléments un à un, juste pour l'exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne, le point length, puis comment on fait pour bouger dans un array. Donc comme vous voyez, ce qui est arrivé dans le fond, ça serait le même principe de dire i égale 0. Donc on vient d'accomplir la première boucle. Puis après ça, étant donné que j va être incrémenté comme on avait vu dans la deuxième session, on va passer à 1, puis là on va aller chercher la deuxième valeur. Donc après ça, on va passer à 2. Donc on va chercher la troisième valeur, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'ici. Donc ça, c'est la façon de vous bouger dans un array, dans le fond, d'aller chercher les éléments dans votre array. Sinon, on aurait aussi une autre technique qui vous permettrait de faire un for each. Donc, un for each va aller chercher tous les éléments dans un array.
il va vous permettre d'exécuter un code, donc tant qu'il y a des éléments. Donc on pourrait dire par exemple int j in i. Donc comme vous voyez ici. Donc là ce qu'on dit c'est pour tous les éléments dans notre tableau i, fait quelque chose. Donc encore là, même principe, on pourrait faire l'indice j. Donc étant donné qu'on a spécifié qu'on était dans notre variable qui est un tableau i, on n'a pas besoin de faire i carré j, étant donné qu'on est déjà dedans. Donc on va juste simplement mettre j et vous allez voir que ça va fonctionner encore. Donc sans problème, ici on observe que ça imprime un à un les éléments. Donc ça serait une technique pour les arrays. Par la suite, on va poursuivre avec les listes. Donc les listes, on va y passer un peu plus rapidement, mais les listes fonctionnent environ de la même façon que les arrays. Il y a certaines différences de choses que vous ne pouvez pas faire avec les listes que vous pouvez faire avec les arrays. Donc on va voir comment déclarer une liste. Donc pour déclarer une liste, on veut faire list. Puis après ça, comme nous dit IntelliSense ici, donc l'autogénération, on veut simplement spécifier le type. Donc c'est quoi les variables qu'il va y avoir dans notre liste. Le nom de notre liste, donc liste 1, 2, 3 par exemple. On va dire liste 1. Et par la suite, new list. Et on répète le type. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Par la suite, on peut lui assigner des valeurs. Seule chose, c'est que pour assigner des valeurs, on peut fonctionner d'une autre façon. Donc on pourrait faire list 1, comme ça, point add. Donc on pourrait lui spécifier quelque chose à ajouter dans notre liste. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est ajouter l'élément dans le prochain index disponible. Donc ici, on irait dans l'index 0, étant donné qu'il n'y a aucune valeur d'assigner. Sinon, on va aller à l'index 1, 2, 3, 4, jusqu'à temps que vous arrêtiez d'ajouter des éléments. On a plusieurs autres propriétés aussi et fonctions pour notre liste. Donc, on pourrait vider notre liste, par exemple. Console list1.clear, désolé. Et vous viderez tous les éléments dans votre liste. On a après ça une propriété qui nous permettrait de spécifier la capacité. Donc on pourrait dire par exemple list 1 capacity égale 30. Ce qui nous permettrait de dire qu'on ne veut pas plus que 30 éléments dans notre liste. On aurait d'autres méthodes aussi. Donc on pourrait insérer à un certain index des valeurs. On aurait aussi aggregate. Donc si on voulait coller les éléments similaires ensemble. On aurait aussi un list.count, donc qui peut être très utile, notamment dans un for loop. Donc si vous voulez compter votre nombre d'éléments dans une liste, vous pouvez utiliser le list1.count comme on avait vu avec les arrays, avec la fonction length, la propriété length. Donc ça marche de la même façon. Par la suite, on pourrait aussi copier notre liste au complet. Donc, si on veut copier dans une nouvelle liste pour une raison quelconque, on pourrait aussi vérifier si notre liste contient un certain élément. Donc, on regarde ici. On pourrait dire, par exemple, est-ce que notre liste contient salut? Donc, on va mettre ça ici dans notre console writeLine. Et on va dire, par exemple, add, comme ça, juste ici, et on va mettre salut. Donc ici, ce qu'on va avoir comme retour, ça va être un true, étant donné que notre liste contient salut, comme vous pouvez voir, on vient de l'ajouter, donc il la voit dans notre console writeLine. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Sinon, on pourrait faire plein d'autres choses avec les listes, mais pour l'épisode d'aujourd'hui, je pense que ça fait déjà une très bonne introduction sur les tableaux et les listes. Et donc pour aujourd'hui, ça va être tout. Dans le prochain épisode, on verra quelque chose de différent.
Je sais pas si on va regarder les méthodes ou les classes prochainement, mais ça s'en vient bientôt. Donc, pour cet épisode, je vous laisse là-dessus et on se voit dans le prochain épisode.